Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat avec au sommaire de ce 27 novembre, Vladimir Poutine qui ferme la porte au plan de paix européen. Il demande aux troupes ukrainiennes de quitter les territoires occupés, sinon elles seront, dit-il, chassées par la force militaire. Comment négocier avec le président russe? La méthode Trump peut-elle mener à un cessez-le-feu sans forcer l'Ukraine à capituler? Le retour du service militaire annoncé aujourd'hui par Emmanuel Macron est-il une réponse à l'agressivité de Poutine? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, ce chiffre, 25% des 15-29 ans souffrent de dépression. Les jeunes vivent la vie actuellement dans notre société comme angoissante, comme déstabilisante, comme nourrie d'interrogations sur le désordre international, la crise climatique, leur propre situation. Est-ce qu'ils vivront mieux demain que leurs parents ? Y a-t-il plus de jeunes dépressifs depuis la crise Covid? Peut-on parler d'une maladie générationnelle? Les politiques publiques sont-elles adaptées? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Et n'hésitez pas à témoigner grâce à notre QR code. Vous pouvez aussi réagir sur l'avenir de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky sous une double pression, celle de l'armée russe et de la diplomatie américaine. Fabien Recker. En pleine tractation américaine pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine, Vladimir Poutine s'est exprimé depuis le Kirghizstan. Le dirigeant russe pose ses conditions. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. Une façon d'entretenir le flou quant à la position que réservera la Russie au plan de paix américain depuis qu'il a été remanié par les Européens et les Ukrainiens. Dans sa version initiale, le plan Trump en 28 points prévoyait que Kiev abandonne de larges portions de territoire à la Russie et réduit son armée, au point de soupçonner la main de Moscou derrière le document, malgré les dénégations de Donald Trump. C'était juste une feuille de route, c'est tout. Ce n'était pas un plan, mais un concept. Pour la chef de la diplomatie européenne, les efforts de paix en Ukraine doivent passer impérativement par davantage de pression sur la Russie. Pour l'instant, rien n'indique que la Russie soit prête à accepter un cessez-le-feu. La Russie ne ralentit pas sa machine militaire, elle passe même à la vitesse supérieure. Nous devons passer d'une situation où la Russie fait semblant de négocier à une situation où elle est obligée de négocier. Depuis plusieurs semaines, Moscou intensifie ses bombardements en Ukraine, visant notamment les infrastructures civiles. Est-ce un plan de paix ou de capitulation? On en débat tout de suite avec Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancienne ambassadrice de France à Pékin, Londres et Moscou. Et vous publiez L'ours et le dragon, Russie-Chine, l'histoire d'une amitié sans limite. Avec un point d'interrogation, c'est chez Talendier. David Cadier, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM, enseignant à Sciences Po Paris au Collège d'Europe à Bruges. Paul Gogo, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes journaliste, correspondant en Ukraine puis à Moscou pour Ouest France et auteur de ce livre Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass. C'est aux éditions du Rocher. Et Jonathan Boucher-Petersen. Bonsoir Jonathan, bienvenue à vous, éditorialiste politique à Libération et pour Sens Public. Que pensez-vous de ce plan de paix? Le plan proposé par les Américains, c'est celui de Donald Trump ou de Vladimir Poutine, Sylvie Berman? En tout cas, l'apport de Vladimir Poutine est dominant, effectivement, dans le plan. En réalité, c'est ce que Lavrov ne cesse d'appeler la lettre et l'esprit de Anchorage. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine avait présenté ce plan, c'est-à-dire la donc récupération... sommet Trump-Poutine. Voilà, sommet Trump-Poutine l'été dernier, parce qu'en réalité, la guerre, il l'a faite parce qu'il ne voulait pas de l'Ukraine dans l'OTAN, et aussi parce qu'il invoquait les
massacre de populations russophones au Donbass, ce qui est bien évidemment faux. Donc maintenant, il revendique effectivement la totalité du Donbass. Or, il y a encore 15 ou 20% qui n'est pas occupé. Les Ukrainiens seraient prêts, c'est les Européens, à un cessez-le-feu sur la ligne de front, mais ce n'est pas acceptable pour Vladimir Poutine. Donc c'est ce qu'il a fait introduire dans le plan. Et comme il y a des divergences à Washington, de lignes, Rubio et Witkoff, l'envoyé spécial. Donc, Rubio, c'est le secrétaire d'État, donc le secrétaire d'État, donc diplomate qui dispose de la compétence, et Witkoff qui dispose de l'influence, puisqu'il est lié directement à Donald Trump et qu'il a le contact direct également avec Vladimir Poutine. On y reviendra sur ces deux lignes, ces tiraillements au sein même de l'administration Trump. David Cadier, si on remonte à l'origine, à la genèse de ce plan de paix, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est effectivement un long processus. Pourquoi il ressort d'un seul coup en ce moment? Depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, ou revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump se soucie de cette guerre en Ukraine, puis l'oublie, puis y revient. Mais il a toujours eu un désir constant, c'est d'avoir un deal. À tout craint et probablement à tout prix, ce qui a toujours inquiété les Ukrainiens et les Européens. Et là, il avait visiblement mandaté son envoyé spécial Steve Witkoff pour trouver une solution acceptable à Moscou, puisqu'il semblerait que Donald Trump considère qu'actuellement, c'est la Russie qui a la main haute ou qui a les cartes en main, pour reprendre ses expressions. Et donc, il a envoyé Steve Witkoff pour essayer de trouver un compromis, mais qui, effectivement, n'est pas un plan de paix. C'est quelque chose, une base de travail entre Russes et Américains. C'était, en tout cas, jusqu'à ce que les Ukrainiens et les Européens s'en saisissent. Et évidemment, on évoquera les contre-propositions européennes et ukrainiennes. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine. Il a pris la parole aujourd'hui. On en a entendu un extrait dans notre sujet d'ouverture. Autre extrait où justement il fait référence à ce sommet d'Anchorage. Dans l'ensemble, nous constatons que la partie américaine tient compte de notre position qui a été discutée avant ma rencontre avec Donald Trump en Alaska. Dans certains domaines, nous devons absolument nous asseoir autour d'une table et discuter sérieusement de certaines questions spécifiques. Tout doit être formulé dans un langage diplomatique. Paul Gogo, que peut-on dire de la stratégie du président russe? Est-ce que c'est toujours la même ou est-ce qu'elle évolue? Non, c'est intéressant parce que lui, il a un objectif militaire, mais qu'il se serait bien vu aussi réalisé d'un point de vue politique, d'une façon politique plutôt. Et ce qu'il entend, lui, par politique, c'est déstabilisation éventuellement, propagande, enfin tous les outils qui peuvent exister. Ou surtout réussir à convaincre, là en l'occurrence c'est l'objectif du moment, réussir à convaincre Donald Trump de lui permettre d'obtenir les territoires qu'il souhaite sans avoir à continuer d'engager toute cette armée sur place. Donc il tente sa carte. C'est aussi pour ça qu'on a l'impression, et c'est un peu le cas d'ailleurs, de voir un Vladimir Poutine qui observe les choses, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Dans son esprit, et c'est aussi sa vision du conflit depuis 2014, c'est aux Américains de se débrouiller avec les Ukrainiens, parce que lui, il estime que les Ukrainiens sont en fait victimes le peuple ukrainien d'une prise d'otage de leur gouvernement, lui-même pris en otage par les Américains, et que finalement, les Américains ont créé le bazar, c'est à eux de se débrouiller avec tout ça. Donc c'est la vision russe des choses. Donc débrouillez-vous, et c'est très intéressant ce que Vladimir Poutine dit, parce que, en fait, si vous voulez enrober tout ça d'un langage diplomatique pour que Volodymyr Zelensky ait pas l'impression de capituler, faites-le. Peu importe, moi, mes objectifs, ils ne changent pas, et ils sont formulés très clairement dans ce document où tout le monde parle depuis quelques jours. Première réaction, Henri de Pornichet. Je suis désolé, mais comment peut-on parler de plan de paix alors que la négociation a lieu sans l'Ukraine? C'est assez frappé au coin du bon sens. Sylvie Berman, est-ce que c'est une illusion de croire que Vladimir Poutine veut négocier la paix? Et j'insiste sur le mot négocier, c'est peut-être le mot important dans ma question. Son objectif est clair, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est d'avoir la totalité du Donbass. Il y a peut-être une marge, effectivement, sur Zaporijjia et Kherson, ce qui peut s'arrêter à la ligne de front. Mais il vient de dire très clairement, il dit soit vous nous le donnez de façon diplomatique, soit de toute façon on continue la guerre. Alors, le problème, ces généraux lui disent qu'il a des chances de gagner d'ici quelques mois. L'Institut pour l'éthique de la guerre dit que pour conquérir les 20% restants du Donbass, il faudrait à peu près 2 ans. Donc ça veut dire une guerre sans fin. Maintenant, est-ce qu'après, il y a
plus de marge de négociation, c'est une question. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une diplomatie de la navette. Donc, tout le monde n'est pas dans la même salle en même temps. Et les Américains négocient avec les Russes, négocient avec les Ukrainiens, mais ce n'est pas le même négociateur, ce qui pose un petit problème. Oui, effectivement. Sur les contre-propositions européennes, je veux bien vous entendre là-dessus, David Cadier. Comment on peut les évaluer? Et peut-être aussi, alors c'est pas une surprise, mais pourquoi, avec quels arguments Vladimir Poutine les rejette, mais immédiatement? Ça prend, je ne sais même pas s'il prend le temps de les lire, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est un petit peu un balai, c'est-à-dire que les Américains ont d'abord négocié avec les Russes des conditions qui seraient inacceptables pour les Ukrainiens, puis ils sont allés négocier avec les Ukrainiens des conditions que les Russes rejettent immédiatement. C'est pour ça que, pour l'instant, on ne voit pas vraiment une issue possible rapidement à ce processus. Les Européens se sont retrouvés en fait à annoter à la marge ce qui était, et dans l'urgence, ce qui était le plan, disons, Witkoff, ce qui a révélé quand même que les Européens, jusque-là, n'avaient pas vraiment réfléchi à ce qu'aurait pu être la base d'une solution négociée de sortie de crise. Mais c'est parce qu'ils, pardon d'interrompre, c'est parce qu'ils n'y réfléchissent pas, j'ai du mal ce soir, ou est-ce que c'est parce que on ne leur laisse pas la place et la possibilité de s'immiscer et de réfléchir avec les autres? Alors, il y a effectivement une question d'être tenu à l'écart, mais je pense aussi qu'il y a trois raisons. D'abord, les Européens, pour eux, c'est une question de principe. Ils ne veulent pas, à ce stade, mettre sur papier ce qui pourrait être un compromis, puisqu'ils considèrent que ça serait, en fait, rétribuer l'usage de la force de Vladimir Poutine avec des territoires ukrainiens, par exemple. Ensuite, je pense aussi que les Européens sont assez échaudés des expériences passées de négociations avec les Russes sur les questions ukrainiennes. Et enfin, je pense qu'il y a aussi en fait un impensé à ce stade, puisque, et c'est la différence entre Européens et Américains, les Européens sont peut-être plus optimistes que l'administration Trump actuellement sur la possibilité que dans 6 mois, dans 1 an, l'Ukraine sera dans une meilleure position pour avoir un accord plus favorable. Et c'est un peu la base de l'incompréhension, il me semble, entre Américains et Européens aujourd'hui, c'est que les Américains, en tout cas l'administration Trump, semblent faire comme si l'Ukraine avait perdu, les Européens font comme si l'Ukraine avait gagné, alors qu'en fait les armes n'ont pas rendu leur verdict et ce processus va prendre beaucoup de temps. Oui, parce qu'on ne va pas... C'est juste une question que je me pose régulièrement, parce qu'on avait le sentiment que du côté ukrainien, il y avait l'enjeu, est-ce que dans la séquence, dans la façon dont ça apparaît, ça apparaisse aux yeux des opinions publiques européennes et peut-être occidentales plus largement comme un refus russe? Que la tentative d'inversion au cours du week-end, on n'a pas très bien compris parce qu'il y a eu des paroles très positives pour dire on a eu l'impression que tout d'un coup le plan avait été remanié de fond en comble et qu'on parlait plus de la même chose, des avancées massives, ça nous réjouit. Même d'ailleurs Marco Rubio aussi était plutôt très laudateur à l'égard du travail fait à Genève. Donc est-ce que c'est vraiment un enjeu de savoir qui refuse si à la fin tout le monde refuse? David Cadier pour commencer, puis Paul Legault, je reviens vers vous après. Je pense que c'en est un pour une personne qui est Donald Trump. C'est-à-dire que le seul leader qui aujourd'hui dit il me faut un accord de paix demain, c'est Donald Trump. C'est aussi celui qui est pas le plus brutal comparé à Vladimir Poutine, mais quelqu'un qui n'hésite pas à brusquer ses alliés, à tordre le bras aux Ukrainiens pour avoir un accord. Et donc je pense effectivement que les Européens et les Ukrainiens veulent bien signifier que la Russie, malgré un discours de paix, pour l'instant continue la guerre, et les deux parties, ukrainiennes et russes, essayent de renvoyer la faute aux yeux de Donald Trump à l'autre pour ne pas apparaître comme celui qui va empêcher l'accord de paix qui donnerait le prix Nobel à Donald Trump. Jonathan parlait des opinions publiques européennes ou occidentales et l'opinion publique russe, Paul Legault, on fait comme si elle n'existait pas? Non, c'est une vraie question. C'est très difficile de savoir ce qu'il en est. Alors, je ne suis pas le bon exemple parce que je suis un des derniers, en fait, à encore pouvoir me rendre sur place. Donc, je suis le bon exemple parce que je peux vous donner une idée de l'opinion publique russe. Mais en fait, il faudrait qu'on puisse en parler plus. Sauf que c'est très compliqué de se rendre en Russie aujourd'hui. Parce que l'opinion, elle évolue beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. J'ai vraiment ce souvenir, notamment de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et d'un espoir qu'on a un peu entrevu dans la population russe. Non pas qu'elle était fan de Donald Trump, mais il y avait vraiment cette idée de dire bon là ça va changer, on entrevoit peut-être la fin de la guerre. Alors des Russes qui vous parlent de la fin de la guerre, c'est toujours compliqué parce que beaucoup considèrent que c'est une fin
avec évidemment une grande victoire russe derrière. Oui. Mais en tout cas, il y a une vraie fatigue de la guerre et de ses conséquences aussi, c'est très important, sur la population russe. Et le Kremlin a derrière refait tout un travail pour remobiliser tout le monde, notamment autour du 9 mai, donc le souvenir de la Seconde Guerre, la Grande Guerre patriotique, Seconde Guerre mondiale pour les Russes, pour vraiment dire non, en fait, préparez-vous à ce qu'une guerre puisse presque être éternelle, en tout cas que ça puisse durer très longtemps. On veut une population soudée. La moindre faille dans le soutien à la nation, mais il faut comprendre à Vladimir Poutine, en fait, c'est une faille qui sera exploitée par nos ennemis. Et donc, c'est un besoin vital d'être tous soudés derrière la guerre et finalement derrière moi, si c'est Vladimir Poutine qui parle. Oui. Lucien qui nous écrit d'Épernay, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Donald Trump qui propose des plans de paix sans concerter personne, alors que ça ne concerne même pas son pays. Effectivement, ça ouvre une question sur Donald Trump lui-même, parce que vous disiez tout à l'heure, Sylvie Berman, c'est la diplomatie de la navette. Oui. Et que ce n'était pas forcément le même interlocuteur qui parlait aux Ukrainiens ou aux Russes. Mais Donald Trump, il parle aux deux quand même. Est-ce que c'est un médiateur ou pas, finalement ? En tout cas, il veut jouer le rôle de médiateur. Ses promesses électorales, c'était qu'il n'engagerait pas de nouvelle guerre et qu'il mettrait fin aux guerres existantes. Il a quand même réussi à Gaza, même si c'est simplement une première étape. Mais il n'empêche que Blinken avait fait 11 missions au Moyen-Orient pour ça. Il n'avait pas obtenu la libération des otages et un cessez-le-feu. Donc c'est quand même Witkoff, et parce qu'il y avait Donald Trump derrière, qui est arrivé. Il pensait que sur l'Ukraine, ça serait facile, parce qu'il avait de bonnes relations avec Vladimir Poutine et qu'il lui offrait beaucoup. Il lui offrait la réhabilitation sur la scène internationale, la levée des sanctions, un vrai partenariat économique. Et pour lui, qui a une logique purement économique, on dit souvent de promoteur immobilier, c'était évident qu'il allait accepter. Donc selon son art du deal, il tapait sur le plus faible. C'est ce qu'on a vu à la Maison-Blanche en février dernier avec Volodymyr Zelensky. Et il s'est dit, bon, maintenant c'est facile. Or, la logique de Vladimir Poutine, évidemment, est totalement différente, puisque lui, c'est une notion géopolitique. Cette guerre est devenue existentielle. Et il ne peut pas l'arrêter sans pouvoir revendiquer la victoire. Alors il pourra, parce que c'est un autocrate, c'est lui qui définira la victoire. Mais c'est là que le Donbass est important, plus que les autres régions. Oui, c'est symbolique pour Vladimir Poutine, on peut dire ça. C'est totalement symbolique. Pour l'Ukraine aussi d'ailleurs. Mais et sur effectivement la diplomatie de la navette, souvent vous avez le même médiateur, ce qui lui permet d'écouter les arguments de l'autre. Tandis que là, Witkoff ne voit que Vladimir Poutine, et donc il est réceptif aux arguments russes, et c'est un autre moins puissant qui a les contacts avec Volodymyr Zelensky. Et Donald Trump, il ne rentre pas dans les détails, il n'a pas lu le plan 28 points, on lui a dit ce plan existe, il a dit très bien, maintenant allez à Genève et négociez-le. Oui, je ne sais pas si c'est vrai, mais ses conseillers, paraît-il, ne lui proposent même plus de fiches d'une demi-page parce que c'est trop, quoi. Il n'accepte que les briefs oraux. Que les briefs oraux, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison. C'est pour ça que souvent il revient sur ce qu'il a proposé aux Russes après avoir entendu les Européens ou Volodymyr Zelensky, même si profondément il penche plutôt du côté de la Russie. Alors il y a un petit cas quand même, Steve Witkoff, je vais vous expliquer pourquoi, mais on va d'abord écouter Donald Trump qui délègue donc à son émissaire ou son envoyé spécial la mission de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. On écoute Donald Trump. Il parle avec la Russie en ce moment. Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared Kushner. Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus. C'est un type intelligent. Et ils vont rencontrer le président Poutine, je crois, la semaine prochaine à Moscou. Le verbatim de Donald Trump, on ne s'en lasse pas. Steve Witkoff qui est donc sur la sellette depuis la révélation de sa conversation avec un conseiller de Vladimir Poutine qui étaye ou étayerait des soupçons d'un plan de paix américain vraiment d'inspiration russe. David Cadier, est-ce que cet émissaire spécial de Donald Trump, il est trop proche des Russes ? Alors, est-ce que c'est une lecture un peu trop simpliste de ma part ? Non, je ne pense pas. Pour autant, je n'irai pas forcément jusqu'à conclure que le plan qui nous a été présenté a été dicté par les Russes, puisqu'il y a quand même 2-3 éléments qui, à mon avis, ne leur conviennent pas. On pourrait rentrer dans les détails sur les types de limitations à l'armée ukrainienne ou sur la non-mention d'absence
d'armes à longue portée. Mais en fait, Steve Witkoff a été choisi parce qu'il est proche des Russes dans ce contexte. C'est-à-dire que, encore une fois, Donald Trump considère qu'il faut s'entendre avec les Russes, puisque c'est eux qui vont décider de l'issue de ce conflit. Et donc, il a mandaté Steve Witkoff pour s'entretenir avec eux. Et forcément, le document produit reflète en grande partie les positions russes. Mais je pense que le problème de Steve Witkoff, c'est c'est un envoyé spécial. Ce n'est pas un diplomate. Il n'a pas de conseiller autour de lui. Il n'est pas spécialiste du sujet avant. Il est là parce que c'est un ami de Donald Trump qui le connaît comme quelqu'un qui arrive à conclure des deals dans l'immobilier. Oui. Et Donald Trump espère qu'il pourra faire pareil avec les relations internationales. Oui, ça ne marche pas exactement de la même façon. Oui, effectivement. Mais alors, c'est l'hypothèse de son gendre, Jared Kushner, qui serait éventuellement du voyage. À chaque fois qu'on prononce le nom de Jared Kushner, on se dit, est-ce qu'il y a du business derrière, Paul Gogosser? C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a du business potentiel pour les Trump, l'empire Trump en Russie? Est-ce que ça rentre finalement dans la discussion, la négociation, la compréhension de ce qui est en train de se passer? C'est une vraie question, et à mon avis, ce qui a marqué... Alors, c'est mon point de vue, et ce serait intéressant d'ailleurs de savoir comment vous avez vécu les choses, mais en Alaska, et après cette rencontre, il y a eu cette idée complètement absurde, mais qui a visiblement été proposée par les Russes aux Américains, de construire un tunnel entre la Russie et l'Alaska. Et ça a donné, à mon avis, une idée de l'importance de la dimension économique, investissement qui pourrait exister dans toutes ces discussions-là. On remarque aussi que côté russe, c'est Dmitriev, le monsieur investissement de Vladimir Poutine, qui semble de plus en plus investi dans ces discussions, à tel point qu'on s'est demandé il y a quelques semaines ce que devenait Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Donc effectivement, on a un peu la sensation que les choses s'orientent de plus en plus vers des questions d'argent, et je pense que Donald Trump, je parle sous votre contrôle, rêverait qu'on ne parle plus que de ça, mais il y a des questions territoriales qui pour l'instant continuent de bloquer l'ensemble. Allez, on parle de la difficile position de Volodymyr Zelensky dans une minute, mais votre avis sur cette dimension business du dossier, Sylvie Bermann? Mais évidemment, c'est la seule chose qui intéresse Donald Trump. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait proposé ce partenariat économique très large aux Russes, en particulier sur les minerais, sur les ressources naturelles qui sont en abondance en Russie. Il envisageait même de contrôler le pipeline qui a été saboté en disant c'est moi qui vais le contrôler, je distribuerai en partie aux Russes et en partie aux Ukrainiens, et c'est moi qui récupérerai l'argent. Dans ce qu'on appelait le plan américain en 28 points, il y en a quand même un qui est l'utilisation des fonds gelés en Europe pour la reconstruction de l'Ukraine, mais il est spécifié que c'est les Américains qui bénéficient par des entreprises américaines, de 50% des revenus. C'est quand même hallucinant, parce que c'est des fonds qui ne sont pas aux États-Unis mais en Europe, et il en dispose. Donc oui, il est intéressé par cette dimension économique. Jonathan, on va ouvrir avec vous le chapitre consacré au président ukrainien, la figure de Volodymyr Zelensky. Oui, alors, comme préalable, l'idée, c'est pas d'en faire un héros et juste un héros, mais quand même, je pense qu'il faut le dire et le répéter, c'est un dirigeant qui, au fil des mois, au fil des années maintenant, force l'admiration par son courage, par sa détermination à défendre l'intégrité de son pays. On le voit, on le décrit, c'est quand même le président d'un pays certes important, mais pris entre deux ogres, pris entre le marteau Poutine d'un côté, l'enclume Trump de l'autre. Il a subi bien des humiliations, des épreuves. On évoquait cette scène qui restera, je pense, dans les livres d'histoire quand même, dans le bureau ovale. Et pourtant, voilà, contre vents et marées, d'une certaine manière, il reste, envers et contre tout, le visage de la résistance ukrainienne. Dans son pays, sa popularité, elle est certes fluctuante, au gré des circonstances. En même temps, elle est portée par un très logique effet drapeau. Enfin, on le mobilise pour la scène politique française, c'est évidemment d'autant plus vrai là-bas. Et quand on regarde, elle reste quand même très souvent supérieure à celle de bien des dirigeants européens qui ne sont pas confrontés aux mêmes des difficultés. Depuis le début de l'invasion russe, en fait, on a pu constater aussi, et même surtout, vu de là où on est, son art de la communication, sa capacité à faire porter sa voix, ce qui a fortiori en temps de guerre et tout sauf un détail, notamment à chaque fois qu'il s'est agi de secouer des alliés européens un peu mous du genou, ou simplement de s'adresser plus directement à nos opinions publiques occidentales. Alors, il y a quand même une affaire, un pouvoir ébranlé par des scandales de corruption au plus haut sommet de l'État. Oui, c'est un sujet important, et d'ailleurs aussi dans le regard que les opinions publiques occidentales peuvent porter sur l'Ukraine et le clan Zelensky, pour
dire les choses de façon un peu grossière. C'est d'autant plus symptomatique dans un pays qu'on décrit depuis toujours comme particulièrement touché par la corruption. Dans la perspective de valeurs communes et de ce chemin vers l'adhésion à l'Union européenne, c'est évidemment un sujet. Donc c'est pas un sujet qu'il s'agit de balayer du revers de la main. Et bien sûr que Volodymyr Zelensky sort pas indemne de cet épisode comme des épisodes précédents, puisque des scandales ont touché des ministres qu'il a du coup limogés et des très proches de son entourage le plus proche. Donc, mais en même temps, comment ne pas souligner aussi que ceux qui le vilipendent à ce titre depuis l'étranger, confortablement depuis l'étranger, sont la plupart du temps autrement moins regardants quand il s'agit d'ausculter Poutine et son clan. Oui, il y aurait évidemment un chapitre complet à faire sur la corruption en Russie. Et puis alors il y a une autre critique, c'est le mandat présidentiel de Zelensky. Il a expiré et donc on attend de nouvelles élections qui pourraient assurer de nouveau sa légitimité. Oui, c'est le narratif de l'illégitimité, donc largement utilisé par ceux qui souhaitent le discréditer ou en faire une partie du problème. On en a entendu dans la scène politique française questionner simplement voilà, cette dimension-là. On a même entendu Donald Trump de façon plutôt tonitruante le traiter de dictateur avant d'expliquer quelques minutes plus tard qu'en fait il n'avait jamais dit ça. Mais quand même cette idée s'est installée à un moment. Et ce qui est vrai, c'est que son mandat, alors pour être factuel, il a expiré en mai 2024, mais c'est pas pour autant qu'il se maintient de force au pouvoir, puisqu'il a promulgué la loi martiale en février 2022, c'est-à-dire dès le début de l'agression russe, et que depuis celle-ci a été renouvelée tous les 90 jours. Or dans ce cadre, qui est un cadre qui mérite d'être pointé comme singulier, il est interdit par la loi d'organiser des élections. Donc faut être. Puis après, quand on regarde cette question-là, il faut quand même être sérieux ou même simplement réaliste. Voilà, qui imagine une présidentielle se tenir en Ukraine alors que la guerre face à la Russie fait toujours rage et que l'élection, c'est juste un exemple, ne pourrait pas se tenir dans l'ensemble des territoires occupés. Donc pour la très grande majorité de sa population, Zelensky, sauf à ce qu'on ait des yeux très déformés vus de Paris, mais il reste évidemment le seul légitime en l'État à le représenter et à défendre les intérêts de l'Ukraine tant que la guerre n'est pas finie. On se souvient qu'à un moment, Vladimir Poutine, il en faisait carrément, il faisait de son départ un préalable à toute discussion. C'était en gros, virez-moi Zelensky, on pourra peut-être commencer à discuter. Ça semble plus être d'actualité, en tout cas dans la façon dont le maître du Kremlin s'exprime, même si évidemment on peut penser que l'ambition de Vladimir Poutine, comme avec tous les satellites qu'il visualise à côté de la Russie, il veut mettre des hommes de paille à la place des pouvoirs actuels. Ce qui est certain, c'est que l'avenir de Volodymyr Zelensky, il se posera un jour, parce que l'Ukraine est une démocratie. Mais une fois qu'un accord de paix, et on voit toute la difficulté qu'il y a derrière ce simple mot, sera signé, avec la fin de la loi martiale et la tenue de nouvelles élections, bien imprudent, et je ne m'y risquerai pas, celui qui pourrait dire quand. Merci beaucoup, Jonathan. David Cadier, alors là, je vais revenir à l'instant T. Vous dites entre l'enclume Trump et le marteau Poutine ou l'inverse, mais à quel point sa situation à Zelensky, elle est précaire, compliquée? Elle est difficile, parce que la dynamique militaire sur le terrain n'est pas très bonne pour les Ukrainiens. On n'est pas du tout proche d'un effondrement. Ça peut changer à nouveau. On a entendu, il y a des difficultés aussi en politique intérieure, mais sur lesquelles je m'étendrai pas. Et effectivement, une pression américaine, puisque les États-Unis ont commencé par tordre le bras qui était le plus facile à saisir, à savoir les Ukrainiens, puisque les Ukrainiens dépendent beaucoup des États-Unis pour un soutien logistique, militaire, en matière de renseignement. Donc oui, sa situation est précaire politiquement, mais la situation de l'Ukraine est précaire stratégiquement. C'est pour ça qu'elle a besoin du soutien des Européens dans ce contexte. J'entendais, je crois que c'était hier, chez nos confrères de France Info, un reportage alors de mémoire, je vais peut-être me tromper, mais je crois que c'était à Kiev, avec des veuves qui peuvent être des mères ou des sœurs de soldats qui ont été tués et qui régulièrement vont se rendre sur une des places de Kiev et qui étaient radicalement à toute idée d'acceptation du plan de paix tel qu'il avait été discuté. Paul Gogo, les mots qui me reviennent, c'est à quoi aura servi le sacrifice de mon frère ou de mon fils? C'est ça, alors je pense que c'est commun à plein de conflits, mais c'est clair que c'est une question qu'on se pose dans les deux camps. Moi, j'ai pu assister ces derniers mois à des enterrements côté russe. Oui. Ils sont très encadrés, on ne rend pas du tout hommage aux soldats russes. Enfin, les soldats ukrainiens sont accueillis comme des héros, c'est rendu public. En Russie, tout est très caché, et puis on fait tout pour éviter l'effet de masse, donc on les enterre avec un peu d'espace à chaque fois. Mais ces enterrements sont très encadrés, il y a le politique, le religieux, le militaire qui sont là. Et le but, c'est de s'assurer vraiment que tout le monde
que s'il y a une colère, en tout cas que cette colère soit redirigée vers l'Ukraine et non pas vers le Kremlin, de rappeler que l'homme est forcément mort en héros. Et ça, c'est à l'avantage du Kremlin parce que, effectivement, une mère qui perd son gamin, une femme qui perd son mari, peut pas s'imaginer, concevoir, enfin c'est vraiment une question d'humanité, c'est humain, quoi. Elle peut pas s'imaginer que son proche est décédé pour strictement rien ou pour une guerre injuste. Donc pour l'instant, ça repose là-dessus côté russe, mais côté ukrainien, évidemment, ça frappe très violemment la société aussi. Oui, alors côté ukrainien, je repose la même question, Sylvie Barman, parce que Volodymyr Zelensky, il a aussi des comptes à rendre à son peuple, même s'il incarne la résistance, le refus de céder depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans maintenant. Imaginons qu'il accepte de céder tout partie du Donbass. Que diront les Ukrainiens ? Même s'il y a une lassitude de la guerre, bien sûrement. sûr, non, mais je pense que beaucoup, mais en particulier ceux qui sont sur le front, diront pourquoi effectivement tous ces sacrifices si on perd in fine le Donbass. Oui. Maintenant, il faut voir ailleurs aussi en Ukraine, parce que quand même, il y a des centaines de milliers de déserteurs, avec des jeunes qui ont dit à leurs commandants sur le terrain qu'ils ne voulaient pas être sacrifiés pour des villages du Donbass dont ils n'avaient jamais entendu parler. Il y a quand même une différence entre le front et Kiev, même si à Kiev, il y a effectivement des gens aussi qui ne veulent pas capituler. Le problème ensuite, c'est de voir quelle est la situation réelle sur le terrain. Les Russes n'ont quasiment pas progressé depuis le début de l'année, mais sauf que là, il y a une petite accélération et des craquements du front, en particulier autour de Pokrovsk. Oui, effectivement, et on va ouvrir un nouveau... Ah non, tiens, j'ai une dernière question concernant l'Ukraine. Je veux bien, David Cadier, que vous y répondiez. Bertrand de Carcassonne, si l'Ukraine refuse, est-ce qu'elle risque de perdre l'aide américaine et donc sa survie ? Est-ce qu'il y a ça mis dans la balance par l'administration Trump, finalement ? C'est le risque, c'est-à-dire qu'il y a eu des menaces plus ou moins explicites au moment de la révélation du plan Witkoff, qui, encore une fois, n'est plus d'actualité, qui a été renégocié. Mais Washington a sous-entendu qu'il suspendrait non seulement la livraison d'armes, mais aussi l'aide en matière de renseignement, qui est crucial puisque personne ne peut y suppléer en Europe. Alors on va ouvrir un chapitre sur la réponse européenne et française aux menaces russes. Et je vous donne la parole, tiens, une première fois, vous qui nous regardez, Jean-Luc de Chingy qui dit « Cette guerre n'est pas la nôtre, on se mêle de choses qui ne nous regardent pas ». On va voir ce qu'en pensent nos experts sur ce plateau. Ce qui est sûr, c'est que il y a une réponse. On parlera de la réponse européenne dans un instant, mais je commence par la France. Le président français a annoncé ce midi l'instauration d'un service national volontaire et purement militaire de 10 mois. On va en parler tout de suite avec Clémentine Louise qui nous rejoint. Bonsoir Clémentine, bienvenue. Dites-nous à quoi va ressembler ce service national volontaire. Déjà, c'est le grand retour du service militaire dès l'été prochain. Il concernera 3000 jeunes, hommes et femmes, toutes et tous volontaires. Ils seront dispersés un peu partout sur le territoire, rémunérés 800 € par mois minimum, et ils seront logés, blanchis et nourris par l'armée. Avec des inscriptions ouvertes à partir du 12 janvier, qui peut candidater ? Eh bien, pour être retenu, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Il faut être de nationalité française, être apte médicalement et puis avoir effectué sa journée de défense et de citoyenneté. Et alors, quel sera le programme pour ces jeunes qui vont donc s'engager dès l'été prochain ? Eh bien, c'est un programme purement militaire qui les attend. Le président de la République marque bien la distinction avec un précédent dispositif lancé en 2019 qui s'appelle le SNU, Service National Universel, et qui n'était pas à proprement dit militaire. Mais cette fois-ci, ça y est, c'est assumé. On écoute les explications du président de la République. Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'1 mois où ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes. Nos jeunes du service national seront ensuite affectés durant 9 mois au sein d'une unité militaire où ils effectueront les mêmes missions que l'armée d'active sur le territoire national. Et ensuite, Clémentine, après ce service militaire, que feront-ils ? Eh bien, ils auront le choix de reprendre leurs études, leur travail ou bien de s'engager dans l'armée d'active où leur expérience sera valorisée. Emmanuel Macron défend un modèle hybride donc qui rassemblera l'armée d'active, les réservistes et puis désormais ces jeunes issus du service militaire. Le président explique ce retour du service militaire par un contexte mondial où la force prime sur le droit. On l'écoute. Dans ce monde incertain,
où la force prime sur le droit, notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l'impréparation. La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer. Cet effort de défense, il sera financé par la loi de programmation militaire, budget supplémentaire de plus de 2 milliards d'euros. Oui, un budget qui pourrait être revu à la hausse après 2030, car le président fixe des objectifs. 3 000 volontaires pour 2026, 10 000 en 2030, 50 000 en 2035. Le temps du militarisme est donc revenu et le dessinateur suisse Chapat observe cette actualité avec ironie depuis Genève. Son dessin est paru dans le Temps ce matin et l'on y voit un jeune au chômage qui découvre devant France Travail de nouvelles perspectives d'emploi. Fantassin, fusilier marin ou conducteur de blindés. Merci beaucoup Clémentine. Je retiens ce que vous avez dit là, le temps du militarisme est revenu. David Cady, est-ce que c'est pas tout simplement justifié par l'agressivité de la Russie de Poutine ? Le contexte géopolitique a changé de manière radicale et donc la France adapte sa posture militaire. C'est-à-dire que pendant des décennies, on avait une armée qui était plutôt pensée pour des opérations spécifiques, loin du territoire français ou même européen. Aujourd'hui, la menace principale, telle que ça a été souligné dans la récente revue nationale stratégique, pour la France, pour l'Europe et la Russie. Et donc une menace continentale de grande ampleur. Et donc je pense qu'il y a effectivement une logique d'adapter l'outil de défense français. Non pas que les jeunes qui vont faire leur service militaire vont être envoyés en première ligne, mais je pense que ça contribue à former un esprit de défense, à mobiliser la société et la nation dans un contexte changeant. Mais je pense que c'est aussi une façon, à travers d'autres déclarations, de démontrer une certaine fermeté, de signifier une certaine détermination, puisque la dissuasion d'un adversaire passe par les capacités, mais aussi la volonté politique et la crédibilité. Donc je pense qu'il faut prendre tout ça ensemble. Sylvie Bermann, est-ce que c'est un message aux Français, peut-être aux Français jeunes ou moins jeunes, de dire attention, la situation est différente, peut-être faut-il mieux se préparer à la guerre, mais est-ce que c'est aussi un message à la Russie et à Vladimir Poutine ? C'est un message aussi à la Russie, bien évidemment, alors même si on n'envisage pas une attaque conventionnelle contre la France, mais on est conscient maintenant que la dissuasion nucléaire n'est pas suffisante et qu'il faut une dissuasion conventionnelle. Alors pendant des années, on s'est désarmé en réalité, et on sait aujourd'hui d'ailleurs qu'on tiendrait avec 15 jours de munitions seulement. Donc il faut effectivement une remontée en puissance, mais il faut une participation des hommes aussi. Et ça passe par le service militaire, pas pour envoyer immédiatement sur un front extérieur et pas en Ukraine d'ailleurs, ce qu'il a dit très clairement après les propos du chef d'État-major sur se préparer à perdre des enfants. Mais c'est vrai que l'idée d'un esprit de défense dans la population est très important. Alors c'est intéressant parce que ce débat sur le retour du service militaire a commencé pratiquement quelques mois après le début de cette guerre. Et les militaires y étaient hostiles parce qu'il n'y avait plus de casernes, ça coûtait très cher, et puis petit à petit, ça finit effectivement par s'imposer. Et encore une fois, si on veut être sûr qu'il n'y a pas de risque, pas de guerre, il faut être dissuasif. Peut-être Jonathan, je vous vois avoir envie de réagir. Non, mais c'est pas ça, mais c'est sur le plan théorique, c'est-à-dire l'enjeu que ça s'inscrive dans un agenda plus large et que ça fasse partie des leviers qui montrent la détermination. Certes, moi je pense que la massification des financements de l'industrie de défense, c'est sûrement un signal qui est observé avec un peu plus de crédibilité que 3000 jeunes qui en gros... Donc il y a aussi un enjeu aussi de recrutement de l'armée, qui pour le coup, malgré les clips qu'on voit régulièrement, les métiers... Donc c'est moins pour former des militaires que pour former des logisticiens, tout le backup de ce dont l'armée a besoin. Après, on parle quand même d'une génération, une classe d'âge, c'est 750 000 personnes. Donc c'est vrai que... Et quand on évoquait dans le plan le désarmement de l'Ukraine, dans le plan tel qu'il était présenté, on parle de 600 000 hommes, contre 250 000 hommes actuellement pour la France en termes d'armée professionnelle. Donc c'est vrai qu'en termes de symbolique,
Voilà, ça s'inscrit dans un narratif qui est sûrement légitime au regard de la situation. En termes de réalité opérationnelle, c'est pas le game changer, quoi. Oui, et c'est peut-être pas le message qui est le plus entendu par Vladimir Poutine, puisque c'est la question que se pose. C'est un message patriotique pour les Français aussi, alors qu'on va devoir trouver beaucoup d'argent pour la défense. Alors, je posais cette question parce que je vous propose de réagir à ce que l'ancienne présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili, qui était sur Radio Classique ce matin, disait, c'est vraiment intéressant, elle rappelle l'importance d'installer un rapport de force avec Vladimir Poutine. Écoutez. Tant que le rapport de force n'est pas là, les Russes pensent qu'ils peuvent avancer. J'ai souvent comparé la Russie à une pâte qui monte et qui déborde. S'il n'y a rien pour l'arrêter, elle va continuer à déborder. Aujourd'hui, la Russie commence à comprendre que les Européens ne sont pas prêts à accepter qu'elle continue d'avancer. Ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui, si ce n'est pas arrêté, c'est ce qui se passera demain et dans n'importe quel pays européen, parce que cette guerre hybride, elle n'a pas besoin de frontières communes avec la Russie. Paul Gougaud, vous qui connaissez bien la Russie, est-ce que vous abondez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de l'ancienne présidente de Géorgie ? Je pense que, comme Sylvie Bergman, on a beaucoup observé l'idée que de toute façon, avec le Kremlin, tout fonctionne beaucoup sur un rapport de force. Et justement, toutes ces déclarations politiques côté français qu'on a pu observer ces derniers temps sont très intéressantes parce que, oui, il y a un enjeu essentiel, c'est de parvenir à aider ou j'ose pas utiliser le mot convaincre parce que c'est pas le bon mot et les gens se sentent manipulés, mais c'est la question du téléspectateur qui m'a fait réfléchir à ça, mais en tout cas permettre aux gens de caractériser la menace russe. Et je sais que c'est pas évident parce qu'effectivement on n'est pas sur une menace conventionnelle. Oui, ça nous concerne pas, disait notre téléspectateur. Exactement, donc il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre, je pense qu'à l'ambassade de Russie à Paris, on observe les débats, mais avec une grande attention. Tout le monde analyse tout ce qui se passe. Vous voulez dire que notre débat va peut-être être visionné à l'ambassade de je sais pas, Russie. Je sais pas, mais en tout cas, ils observent toute la réaction de la société, les gens, les partis politiques, voir qui se positionne comment. Parce que la Russie est en permanence là-dedans. Évaluer ce qu'elle a en face d'elle, évaluer la résistance, mais aussi la façon dont la population assimile le risque ou non. Et puis rappeler, et je suis très rapide là-dessus, mais la guerre que la Russie mène en Ukraine aujourd'hui, elle repose sur une base vraiment idéologique. Aujourd'hui en Russie, on explique qu'on combat les valeurs occidentales, les valeurs décadentes même de l'Occident, comme on dit à Moscou. Et donc derrière, ça c'est un peu un risque pour nos sociétés, parce que il y a des gens qui adhèrent à ces valeurs en France, et mais pour des questions nationales, de ce qu'on peut entendre, débattre, voilà, mais qui correspondent à ces valeurs que le Kremlin dit combattre et donc défendre dans son propre pays. Et donc il y a des gens des gens vont voir une menace dans la façon dont la Russie mène les choses, en tout cas cette guerre contre les valeurs, et il y a d'autres Français qui, ces Français soutiennent ces valeurs et vont pas forcément parvenir à voir le risque russe. Ouais, alors je suis d'accord avec Jonathan, hein, c'est pas 3000 volontaires qui vont changer la donne militairement, mais quand même, je retiens ce que vous dites sur d'ailleurs c'est un discours qui est repris aussi par certains membres de l'administration Trump sur la décadence européenne. Cette idée de ces retours du service militaire, c'est un peu basique, mais quand même, c'est une façon aussi de répondre à cette caricature d'une décadence de l'Europe et de ses valeurs. Alors, a fortiori, si on la met en parallèle de certaines déclarations, de certains investissements, de certains documents cadres qui ont été adoptés, effectivement, ce n'est pas les personnes qui font le service militaire qui vont changer la donne. Par contre, ça va peut-être amorcer un changement de mentalité au sein de la société française qui est, par exemple, assez loin en termes de mentalité de ce qu'on peut entendre en Pologne ou en Finlande. On est aussi assez loin, je pense que la géographie joue beaucoup sur ces questions-là. Dans la perception de la menace. Les pays baltes, évidemment, c'est autre chose. Mais ce sont des États de l'OTAN. D'ailleurs, ils n'ont jamais supprimé le service militaire. Voilà, mais ce sont des États de l'OTAN. Donc, c'est-à-dire que même si, et pour répondre à la question de votre téléspectateur, même si effectivement, voir débouler des chars sur les Champs-Élysées russes, c'est assez peu probable, l'inquiétude de beaucoup d'Européens, c'est que si la Russie a un succès stratégique en Ukraine, elle pourrait être tentée de pousser sa chance au-delà. Et au-delà de l'Ukraine, ça veut dire vers des pays européens, membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Et donc cela nous engage, puisque une attaque contre ces pays impliquerait la France. Mais est-ce que la Russie en a les moyens ? C'est-à-dire qu'elle est quand même déjà ultra mobilisée, enfin son économie a basculé en économie de guerre, etc. Est-ce qu'elle aurait le moyen de s'attaquer à d'autres pays d'Europe ?
Alors, pour le moment, elle n'en a pas les moyens. Et puis, on voit bien les difficultés qu'elle rencontre face à l'Ukraine, qui est un plus petit pays, même si l'Ukraine est très soutenue par le renseignement américain, par des armes américaines, soutien financier également de l'Europe. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas possible pour la Russie. Mais elle est en train de renforcer tout son potentiel militaire actuellement et deviendra une très grande puissance guerrière. Et les tests sont permanents quand on voit tous les épisodes sur les aéroports avec les drones. Bien sûr, on n'a pas parlé de guerre hybride, mais ça, c'est une guerre réelle et actuelle. Pour le moment, c'est la principale menace en Europe. C'est effectivement dans le champ informationnel et dans le champ cyber, ça c'est clair. Et puis avec ces drones jusqu'à Berlin, quand même, qui sont pas nécessairement dangereux, mais qui perturbent effectivement la vie des Allemands. Et les processus électoraux. Ne l'oublions pas, il y a aussi tous nos processus électoraux qui sont menacés. Malheureusement, le débat est terminé. Merci à tous d'y avoir participé. Je vais rappeler, Sylvie Bermann, le titre de votre livre, L'ours et le dragon. C'est aux éditions Talendier et Paul Gogo, Opération spéciale aux éditions du Rocher. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Merci encore.